Le Repli, c'est le titre d'un film qui sortira en France le 30 octobre, un film réalisé par Joseph Paris, avec en tête d'affiche Yasser Louati, que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur Muzen TV. Bonjour Yasser Louati, Bonjour Fred, merci d'avoir accepté notre invitation. merci pour l'invitation. Vous êtes le président du CJL, le Comité Justice et Liberté. Vous êtes un militant engagé depuis de nombreuses années sur différents sujets comme la lutte contre le racisme, l'islamophobie, les violences policières et de manière générale la violation des droits humains. Ça tombe bien parce que c'est aussi le sujet de ce film, Le Repli, qui aborde frontalement et avec beaucoup de dynamisme tous ces thèmes. Alors justement, ce sera ma première question, Yasser Louati. Est-ce que vous pouvez nous présenter le sujet et l'histoire de ce film, Le Repli? Comment s'est faite la rencontre avec le réalisateur? Et pour quelles raisons avez-vous accepté d'y participer? Alors, le film s'est fait, enfin, en tout cas pour moi, il s'est fait à peu près presque par hasard. Joseph Paris, lui, mûrissait le projet d'un film, en tout cas avait eu l'idée d'un film sur l'état d'urgence et l'islamophobie, juste après les attentats de novembre 2015. Là, il a commencé à voir la brutalité de l'État vis-à-vis des musulmans. Il a vu qu'ensuite, la société civile était dans l'état de choc parce qu'il y avait le chantage permanent. Ben, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes avec les islamistes et les terroristes, etc. Et qu'il n'y avait absolument plus aucune place pour la nuance et encore moins pour questionner les méthodes employées par le gouvernement Hollande à l'époque. Et à l'époque, j'étais porte-parole du CCIF, Comité contre l'islamophobie en France. J'ai été un porte-parole pendant 1 an. Et à cette époque-là, c'était vraiment... il fallait porter une contre-parole vis-à-vis de ce que disait l'État, à savoir, on a une communauté suspecte, les musulmans en général. On l'a vu avec la série, les plus de 4000 perquisitions contre les civils musulmans, enfin, qui étaient plus des représailles, puisque moins de 1% de ces perquisitions ont abouti à des enquêtes liées au terrorisme. Et donc, Joseph Paris, pour moi, était un journaliste, un vidéaste comme un autre, qui venait m'interviewer dans mon bureau à l'époque, à Saint-Ouen, sur l'état d'urgence, l'islamophobie. Moi, je ne le connaissais absolument pas, vraiment. Et je ne savais même pas que lui déjà avait fait ses recherches sur moi, qui m'avait repéré dans une réunion publique rue Ménilmontant à Paris. Et c'était un rassemblement justement contre l'état d'urgence et contre l'islamophobie. À l'époque, bon, maintenant c'est du passé, mais le président du CCF m'avait dit de ne pas y aller parce que c'était une démonstration, je ne sais pas quoi, anarchiste, je ne sais pas quoi. Mais je dis, écoutez, moi, on parle d'islamophobie, on dénonce, j'y vais, point barre. Et j'y avais été, sans savoir que Joseph était là déjà en repérage, et c'est ensuite qu'il est venu me voir. L'interview, pour moi, j'ai fait une interview normale avec voilà, les chiffres, etc. Et lui, je voyais bien que Joseph était pas très satisfait. Bon, pour commencer, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai des éléments de langage à donner. J'ai une analyse à apporter. Lui, ce qu'il voulait, en fait, c'était parler à Yasser Louati, la personne, et pas seulement le porte-parole d'une organisation. Comme toute personne qui a des responsabilités, non, j'ai une fonction, je m'y tiens. Et puis après, je pense 2 ou 3 entretiens qu'on a eus, je m'étais rendu compte que j'avais le temps de développer, que les questions étaient plus ou moins plus sophistiquées que celles que j'avais eues auparavant. C'était pas seulement oh, c'est pas juste, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais les musulmans quand même. Et petit à petit, il y a premier entretien, deuxième, et puis après, je me suis rendu compte qu'il travaillait sur un documentaire qu'il m'a présenté. Je lui ai fait confiance, chose que je fais rarement, généralement avec des personnes qui ont des caméras, particulièrement à une période comme celle-là. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Il y a une amitié qui est née. Et je m'étais rendu compte que, c'est que... autant il m'a fait confiance, autant je lui ai fait confiance, parce que moi, j'étais un personnage parmi d'autres. Et en fait, le film s'est recentré sur mon travail, parce que, le tournage a duré quand même 5 ans. Enfin, c'était pendant 5 ans, il m'a suivi, chez moi, dans la rue, en moto, dans les conférences, à l'étranger, Parlement européen. Il était vraiment énorme, derrière moi. Pardon? C'est énorme, 5 ans. Il doit y avoir beaucoup de rush, beaucoup de... Honnêtement, j'aimerais vraiment que Joseph revienne parce que j'étais pas, on fait de la vidéo comme ça, mais j'ai vraiment vu la montagne de travail qu'il avait eu. Et honnêtement, je salue vraiment son intégrité intellectuelle, son courage politique, parce que c'était 5 ans de tournage. J'ai vu ce que ça lui a coûté à titre personnel. Je l'ai vu, tomber malade. Je l'ai vu vraiment porter ce projet à cœur.
2 ans de post-production, ça veut dire 50 tournages plus 2 ans, ça fait 7 ans au total pour le film, et ce n'est que maintenant que le film sort. Donc, cet exposé, c'est aussi une rétrospective sur tout ce qui a pu se passer en France depuis 2015, et la lame de fond du film, c'est comment l'islamophobie, en tout cas contemporaine, a accompagné la montée de l'État policier en France. Donc, il repart dans les archives, et là, je découvrais que la mémoire, justement, elle est effacée à coup de factures mirobolantes. Je m'explique. Toutes les archives de l'audiovisuel public, enfin, on les paye avec nos impôts. C'est ce qui était avant comment on appelait, la taxe sur la télévision, la redevance télé. La redevance télé, ouais. Mais ensuite, il fallait, si on voulait avoir accès aux archives, je crois que c'est quelque chose comme 5 000 € par minute. Donc, si on veut retrouver des interviews, des documentaires des années 70-80, quand l'immigration postcoloniale s'organise et devient un sujet politique, un sujet sociologique, en fait, il faut assumer derrière. Enfin, on ne peut pas prendre des vidéos sur YouTube. Et là, c'était le coût financier mirobolant, et je salue la productrice Audrey Ferrarez, enfin, qui a cru en ce projet alors qu'elle ne me connaissait absolument pas. Et Joseph, et donc là, pendant 2 ans, j'ai vu le montage, les obstacles qui sont mis devant le producteur, devant le réalisateur, justement parce que quand ça coûte cher, on est découragé de couvrir ces sujets-là. Et là, il montre bien que cette islamophobie contemporaine, elle est née à gauche. Elle n'est pas née à droite. Elle n'est même pas née à l'extrême droite. L'extrême droite de Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'était l'immigration, le racisme, j'ai envie de dire, traditionnelle, mais l'islamophobie telle qu'elle a été fabriquée et qui a connu son apogée, en tout cas plutôt qui a ouvert la boîte de Pandore avec la loi de 2004, c'est la gauche. C'est le PS. Oui, c'est le Parti socialiste qui a déposé le texte de loi. Exactement, c'est les anciens 68 arts. Et là, le film, vraiment, c'est une fresque, en tout cas pour moi, historique. Et vraiment, je donne les coulisses de la fabrication, enfin, de la production de ce film. Je connais très peu de personnes qui auraient pu tenir 7 ans sur un sujet qui ne les affecte pas directement. Enfin, l'islamophobie ne concerne pas directement Joseph, mais là où il m'a rejoint, c'est que ce que je martelais depuis des années, c'est que toute forme d'injustice, lorsqu'elle affecte les autres et on s'en accommode, on est juste le prochain. Et lui avait très bien compris que cet état d'urgence qui avait commencé par les mosquées, les foyers musulmans, les restaurants musulmans, les associations, s'est très vite déployé contre les opposants au régime en place. La COP 21, les anarchistes, les écolos, les militants syndicaux, et on l'a bien vu par la suite avec la loi séparatisme, on pourra en parler sur les mouvements étudiants. Le financement de ce film, alors vous évoquez donc tout l'engagement du réalisateur durant 7 ans, la post-production. Est-ce que le réalisateur a assumé la totalité du financement, ou est-ce que je sais pas, des philanthropes ou des institutions ont mis la main à la pâte? Alors, il y a le Centre français de la cinématographie, enfin, je ne sais plus comment ça c'est quoi, enfin, j'oublie le sigle. Bien sûr, donc il avait eu des avances sur recettes, mais avant d'avoir ces avances sur recettes, pendant des années, on lui avait bloqué les subventions. Parce que le sujet était considéré comme sulfureux. Comment ose-t-il parler d'islamophobie? Ça n'existe pas, l'islamophobie. C'est toujours le discours porté par les Caroline Fourest et consorts, qui avaient leur relais via le printemps républicain et qui étaient profondément implantés et qui bloquaient à chaque fois l'attribution de subventions pendant les commissions. Le temps est passé, Joseph a pu avoir ses subventions, mais le coût initial était porté par Joseph et la productrice. Et honnêtement, c'est vraiment, il vivait en dessous du seuil de pauvreté pendant des années. Je ne sais pas s'il sera d'accord que je le dise en public, mais je le dis parce que j'ai vu ça, j'ai côtoyé le réalisateur, j'assistais, j'apprenais comment on fait le montage, etc. Je le regardais faire, et j'ai vu ses conditions financières se détériorer parce que il tenait à ce projet sans qu'il y ait pour autant, tu sais, comme vous le disiez, comme tu disais, pardon, un philanthrope derrière qui puisse au moins, payer les factures, payer son loyer. La productrice a aussi avancé des fonds, mais la productrice, c'est pas Hollywood, c'est pas Spielberg. Donc, elle a tenu à ce que le sujet aboutisse. Et je sais qu'il y a des moments, fallait faire des choix. Moi, tout ce que je pouvais faire, c'était, je suis là, je bougerai pas. Vous me demandez, je viens.
S'il faut recommencer, en fait, j'ai donné autant que j'ai pu. Moi aussi, entre-temps, bon, j'ai eu mes épisodes personnels, voilà, les aléas de la vie. D'ailleurs, à un moment, on s'est retrouvés comme deux desperados parce que bah, il avait ses soucis dans la vie privée et moi aussi dans ma vie privée. Et malgré tout, ce bébé-là, il fallait le protéger, il fallait qu'il voie le jour. Alors un mot peut-être sur le titre. Pourquoi le repli, hein de quel repli s'agit-il exactement? Bah, le repli identitaire, pour être clair, à savoir que bah, l'État, justement, qu'il ait été représenté par des gens de gauche ou de droite ou de l'extrême centre en même temps de Macron, on voit bien qu'ils n'ont rien à proposer pour résoudre les fractures sociales. Enfin, je tente de ne pas paraphraser Chirac, mais cette fracture sociale-là, on n'a pas de solution. Il y a un diktat néolibéral imposé par l'Union européenne, il y a des réformes structurelles à adopter, mais comment est-ce qu'on peut dire aux Français on va réduire la pauvreté, on va permettre à vos enfants d'avoir un avenir meilleur que le vôtre? On n'a plus de solution, puisque toutes les décisions sont prises à l'extérieur du territoire. Donc les seules thématiques qui peuvent lier gouvernants et gouvernés, en tout cas gouvernés, qui est la population blanche majoritaire, c'est nous sommes assiégés par les Arabes et les Noirs, par les musulmans, et donc replions-nous vers ce que nous avons de commun, à savoir ce repli identitaire. Mais une fois ce repli effectué, mais qu'est-ce que vous avez en commun? Bernard Arnault ne va pas partager sa richesse avec le reste des Blancs français, il ne le fera pas. Donc, on voit bien que ce repli-là, bon, je vais pas spoiler le film, et on voit bien que il est vraiment pensé, il a été théorisé, il y a les prises de parole de différents gouvernements depuis les années 70, on voit qu'il est sciemment orchestré. Et là, le but, c'est de dire, ben, en fait, les problématiques qui ciblent les populations minoritaires, les musulmans et les arabes, les noirs et les habitants des quartiers populaires, en fait, ils ne sont que le premier domino. Et il reprend, je crois, un moment Fanon quand il dit justement, où je crois que il y a Thomas Deltombe qui est aussi interviewé, Abdelali Hadjat, Vanessa Kodacheni, il y a vraiment une ribambelle d'experts qui sont aussi interviewés. Et on voit bien qu'il y a aussi une autre thématique qui émerge, c'est celle de qui sont les pauvres actuels. Et donc, bah, les pauvres maintenant, c'est les pauvres dans le sens civique du terme, mais ensuite on passera au suivant. Donc, c'est toujours la théorie de l'oignon, bah, il y a différentes couches, et on commence toujours par la couche extérieure, et puis la suivante, et puis la suivante. Et on voit bien que ceux qui s'étaient sentis à l'abri de par leurs petits privilèges, voilà, bah non, ils ont vite été ciblés. Et c'est pour ça que, bon, j'étais pas sur une Mizène TV pour le dire, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, c'était compliqué pour moi d'avoir un sentiment d'empathie vis-à-vis des gilets jaunes ou d'autres qui se faisaient casser la figure par la police. Excusez-moi, pendant l'état d'urgence, j'ai vu les musulmans être seuls. Personne ne s'est dressé pour dire c'est inacceptable. Tout le monde se dit ouais, mais il y a peut-être un problème avec cette population-là. Bah oui, mais maintenant vous nous dites ah oui, on a vu les banlieues être le laboratoire de la répression. Ouais, pendant 30-40 ans, tout le monde s'est bien accommodé que les corps noirs et arabes soient brisés par la police. Bon, bah c'est à votre tour maintenant. Je ne dis pas c'est bien fait. Je dis on vous a prévenu autant qu'on a pu. Maintenant, c'est à votre tour et malheureusement, on est tous dans le même sac aujourd'hui. À vous d'en prendre note et d'agir en conséquence. Vous y voyez pas plutôt l'occasion, Yassir Loati, est-ce que c'était pas plutôt l'occasion, même si évidemment il y a eu un sentiment de solitude au moment de l'état d'urgence, voilà ce que vous venez de décrire, la solitude des musulmans ciblés par l'état d'urgence, mais est-ce que c'était pas aussi l'occasion au moment des Gilets jaunes justement de tisser des relations, dresser un pont, créer une espèce d'alliance sociale entre des groupes sociaux alors même s'il y a eu plusieurs étapes dans les Gilets jaunes, voilà, mais entre des groupes sociaux qui se connaissaient pas forcément très bien, où il pouvait y avoir de la méfiance, et justement c'était l'occasion de créer de nouvelles coalitions, étant donné que l'adversité était quand même assez commune entre ces groupes, non? Absolument, ça aurait pu, mais ça ne l'a pas été, parce que d'expérience, et on voit très bien de toute façon avec les différents courants politiques, ou même dans la société civile, je ne vais pas faire de mon cas personnel le cas central qui résume tout, mais on voit bien que la question du racisme, et particulièrement de l'islamophobie, sont toujours des questions secondaires, voire cosmétiques. Ça veut dire, on va en parler, ah oui, c'est vrai, c'était comme vous. Oui, mais à un moment, quand on veut parler d'alliance, quand on veut parler de convergence, il faut qu'on se parle d'égal à égal. Et ce qui s'est passé, notamment avec les Gilets jaunes, c'est « Ah, vous avez vu,
les quartiers populaires nous soutiennent. Non, un comité vous a soutenu, tel ou tel militant a assisté à vos manifestations. C'est pas pour autant que vous vous êtes senti solidaire pleinement avec des actes pour le démontrer, comme quoi vous avez convergé, vous avez compris que cette adversité vous est commune. Attention, je fais pas le procès de millions de personnes qui subissent les politiques néolibérales et la brutalité qui l'accompagne, parce qu'on n'a que ça pour la mettre en place. Je dis juste que il ne peut pas y avoir d'alliance ou de convergence si les deux camps ne se voient pas comme des égaux. Je parle même pas de fraternité dans la lutte, etc. Et là, tant qu'on verra les Noirs et les Arabes et les musulmans et leur cause comme secondaire, voire cosmétique, ou c'est bien pour se parer d'une certaine vertu, moi je n'y crois pas. Et ce n'est pas mon rôle. Mon temps de lutte et de vie, je sais qu'ils sont limités, donc je ne vais pas attendre un millénaire que les gens... Je parle de ce que je vois et ce qui a été fait avant. Enfin, je m'inscris pleinement dans un héritage qui a commencé bien avant moi, le MIB, le MTA et les mouvements décoloniaux de l'époque. Et je vois bien qu'il y a des constantes. Et pour ça, par exemple, je vais citer Malek Bennabi dans son livre, qui n'est pas très mal distribué malheureusement, la lutte idéologique. Et là, en fait, il résume pleinement ce que je suis en train de dire. Il dit: le progressiste européen va soutenir l'indigène lorsqu'il porte un fusil. Mais lorsque l'indigène se mêle de la lutte intellectuelle, idéologique, on lui fait bien comprendre qu'il n'est pas le bienvenu parce que c'est considéré comme la forme la plus noble de la lutte. Donc, c'est bien quand il manifeste, c'est bien quand il jette des pavés, quand il prenait un fusil avant dans les anciennes colonies. Mais le jour où cet indigène-là se permet de venir dire oui, voici les modalités d'action qui seraient adéquates par notre expérience, voici une analyse qui pourrait justement inclure les différents points de vue, etc. Ils sont pas les bienvenus. Et je prends encore à témoin vos auditeurs à Mizen TV. Regardez comment même la presse de gauche la plus radicale, les questions de racisme, vous voyez bien qu'elles sont pas dans la top priorité. On en parle, mais ce n'est pas une priorité parce que la menace vitale qui cible les Noirs, les Arabes, les musulmans, etc., ceux qui écrivent ne sont pas nécessairement concernés. Et donc, c'est pas dans la priorité de l'information. Exemple typique. Allez-y. Je vais m'arrêter là-dessus, Fouad. Non, il n'y a pas de souci, j'allais vous relancer. J'allais vous poser la question sur le jugement. Quel regard vous portiez sur, par exemple, l'évolution d'un parti politique comme LFI, voilà, qui a quand même, objectivement, qui a évolué, notamment chez Mélenchon, mais pas seulement chez lui, qui a évolué dans son discours politique concernant l'islamophobie. Mélenchon, qui était plutôt perçu comme un anticlérical et quelqu'un qui n'avait pas de sympathie particulière pour les religions, avait expliqué qu'en Amérique du Sud, il avait rencontré des mouvements de la théologie de la libération et il avait compris que ces mouvements s'engageaient au nom de leur foi et de leur conviction dans un combat social pour l'égalité et que ça avait modifié considérablement son regard sur justement la dimension religieuse de l'identité humaine. Et on avait vu effectivement au moment de la loi séparatisme des prises de position assez fortes de Mélenchon pour dénoncer l'islamophobie. Donc est-ce que, voilà, je m'arrête là, est-ce que, concernant ce que vous veniez de dire précédemment, est-ce que quel regard vous portez par rapport à l'évolution d'un parti comme LFI? Alors, j'aimerais juste terminer, et je vais venir à LFI parce que c'est un cas assez intéressant et qui c'est le plus parlant aujourd'hui. Vous prenez par exemple n'importe quel fait divers. On sait que le fait divers aujourd'hui fait l'information. Malheureusement, c'est comme ça. On est plus dans le débat des grandes, etc. Bref, vous prenez il y a un fait divers, je sais pas, un cas de violence policière, un cas de violence raciste, négrophobe ou islamophobe, etc. Généralement, la mise en scène, c'est quoi? Vous avez la victime, un racisé ou une racisée, qui va apporter son témoignage. D'accord? Ensuite, la personne qui va apporter une analyse ou une solution au problème sera toujours un sociologue blanc, un avocat blanc, un éditorialiste blanc, etc. Ça veut dire que, et pour revenir aux écrits de Bennabi, là je complète de par ce que j'ai pu recevoir de ces écrits, c'est que ces personnes-là sont toujours positionnées, sont toujours enflammées dans la case de victimes. On va parler pour elles, on va parler à leur place, mais on ne les prend pas suffisamment au sérieux, on ne les voit pas suffisamment comme des égaux pour que leur analyse, leur perspective soient prises en compte dans l'analyse plus globale de l'organisation.
partis politiques inclus. Donc, on a des Arabes, des Noirs, des musulmans qui regardent, qui subissent le monde, et vous avez le penseur blanc qui va théoriser la lutte et définir les modalités. Ça va même plus loin, ça veut dire lorsqu'ils vont se saisir d'un combat comme l'islamophobie, et ça pour l'avoir vécu avec une ribambelle d'organisations parisiennes à majorité blanche, encore une fois, j'ai été contraint d'employer cette terminologie, voilà, blanc, noir, etc. Moi, c'est pas d'où je viens. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là, en fait, on voit bien que lorsqu'ils s'en saisissent, ils vont dicter le champ lexical employé, imposer des limites de lutte. Ils vont vous dire ce qui peut être dit et ne pas être dit. Ben, je me rappelle, moi, quand j'avais quitté le CCIF et que j'avais goûté à ma pleine liberté, en tout cas militante, ben, j'avais encore des personnes des gauchos qui m'écrivaient « Non, Yasser, tu peux pas dire ça ». J'ai assisté à des conférences. D'ailleurs, j'ai même une vidéo qui est assez éloquente dans une manifestation où je parle justement de ce que la gauche a pu faire en termes d'alimentation du racisme acceptable. J'ai une personne de gauche qui a voulu m'enlever le micro. Comment l'arabe hostile? Mais nous vous disons, nous vous... Mais pour commencer, je vous dois rien. Donc si on est... Ça, vous l'auriez jamais fait à une autre personne blanche qui critique. Pourquoi est-ce que moi, l'arabe, quand je le dis, ça vous... Donc on voit bien qu'il y a un problème de perception. Venons-en maintenant à la France insoumise. Et leur cas, j'espère qu'il évoluera, qu'il continuera d'évoluer dans la bonne direction. Néanmoins, vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon. Bon, j'ai une vidéo que j'avais faite il y a quelques années sur toutes ces prises de parole je vais pas dire pro-islamophobes. Il s'en est pris à Mariam Pouchtou, alors qu'elle était sous le rouleau compresseur de la presse mainstream, du printemps républicain, des chaînes Bolloré, etc. Parce que elle avait pris la parole, vous en rappelez, sur M6, grève étudiant, et on l'a ciblé, on ne l'a pas lâché, la pauvre. Que fait Jean-Luc Mélenchon? C'est comme si je venais avec une croix grande comme ça. Je me rappelle son discours, je crois que c'était sur LCI ou RTL. Donc il a hurlé avec les loups, il s'en est jamais excusé, il n'a jamais rétropédalé à ce sujet-là. On prend l'exemple du Burkini. 2016, l'été, il fallait bien créer une polémique. Le clan Sarkozy organise une polémique à Cannes, ou la ville du Canet, pardon. On a la polémique du Burkini qui éclate. Bien sûr, la gauche la écarte, les Valls et consorts, et la droite en font leur chou gras. Que fait Jean-Luc Mélenchon? Oui, mais les religieux, pourquoi est-ce qu'ils nous imposent leur religion, etc. Bref, il hurle avec les loups. Une autre fois, la loi de 2004, qui a quand même été la loi cardinale, qui permet justement cette législation d'exception qui cible les musulmans. Parce qu'après 2004, on a eu 2009, loi sur le voile intégral, on a eu ensuite les repas substitution, on a eu les jupes longues, après on a eu la loi séparatisme. La loi séparatisme qui a été extrêmement bien dénoncée par Jean-Luc Mélenchon, elle n'est que le produit de la loi de 2004. La loi séparatisme, qui est passée, on s'en rappelle, qui avait commencé déjà avec le discours des Mureaux de Macron et sa théorisation d'un séparatisme islamiste, un projet politico-théologique, etc. Elle est le fruit de cette loi de 2004, puisqu'on a permis une législation d'exception. J'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon revenir soit sur son silence, moi j'ai pas non plus le charger. J'ai pas l'impression que Jean-Luc Mélenchon est prêt à rétropédaler sur soit le soutien implicite ou explicite de la frange à laquelle il appartenait. Là-dessus, ça ne le concerne pas. Vous ne croyez pas en son évolution? Vous voulez qu'il exprime Ouais. Honnêtement, l'évolution, sincère ou pas, ça ne me regarde pas. Ce qui compte, ce sont les actes. Moi, les intentions des gens, on est dans un monde politique qui ne promeut pas la vertu, qui ne promeut pas la pureté des intentions, etc. Ce qui compte, ce sont les actes politiques. Puisque c'est ce qui nous concerne directement. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui se disent concernés par l'antisémitisme. J'en crois pas un mot. Mais politiquement, ils criminalisent l'antisémitisme, alors, bon, après, ils le font bien sûr en normalisant l'islamophobie. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe si l'évolution de Jean-Luc Mélenchon est sincère ou pas, ce que je regarde, c'est le CV et le passif ou l'actif de la personne. Maintenant,
Est-ce que je suis en train de dire que Jean-Luc Mélenchon est un islamophobe? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que pendant ces 20 dernières années, où on a vu une normalisation structurelle de l'islamophobie, il était aux abonnés absents, voire il était actif pour charger la barque. L'autre point. Il était présent à la marche contre l'islamophobie à Paris, vous vous rappelez? Oui, je me rappelle très bien, la marche de... Donc c'était quand même un acte politique fort dans le contexte français d'hostilité justement à l'islamophobie. Vous y voyez pas justement le tournant et de cette évolution concrète, non? Non, j'y vois plutôt un calcul politique parce qu'il préparait les élections municipales et que des gens, les personnes qui ont participé à la marche, je les connais très bien, à voir en personne. Quand on organise une marche contre l'islamophobie et que des gens comme Éric Coquerel, que j'ai affronté en personne pendant l'état d'urgence, et Coquerel, je l'ai vu imposer le retrait du terme islamophobie de toutes les réunions de gauche. Et honnêtement, je me rappelle, ces réunions-là, moi, je viens pas de, c'est pas le milieu dans lequel j'ai évolué depuis que je suis, enfin, militant adolescent. Je voyais des militants de gauche, laïcards jusqu'à la moelle épinière. Pour eux, la question islamophobe de l'état d'urgence ne se posait même pas. Le ton, je me rappelle, était monté, dans les réunions, dans la Bourse du Travail, à République, etc. Et je me souviens, à l'époque, j'étais au CCF à l'époque, il fallait envoyer d'autres personnes à d'autres réunions qui avaient lieu au même moment pour marteler, non mais oh, il y a un souci, enfin, on a eu des représailles anti-musulmanes. Et je me souviens c'est pas Coquerel qui l'a dit en personne, c'était ses camarades qui commençaient à compter, littéralement, à compter le dévoiement d'état d'urgence ou ses abus à la COP 21. Ça veut dire pour les 3 semaines de perquisition des domiciles et des foyers musulmans, ça comptait pas. Donc, alors moi déjà, j'accumulais une grosse fatigue parce que bon, enfin, assister à une famille qui passe l'hiver sans porte ou sans fenêtre et des couples qui sont au bord du divorce parce que perquisition et les enfants qui subissent, etc. Enfin, vous arrivez en réunion, vous attendez à un minimum de... Il n'y avait pas tout ça. Donc, cette réunion de 2019 contre l'islamophobie, il faut quand même dire qu'elle avait été organisée la veille des élections municipales et c'était un marché. Je ne vais pas créer de nouvelles polémiques, mais il faut quand même le dire. Parmi les organisateurs, il y avait des personnes qui avaient des ambitions politiques dans des villes de la banlieue parisienne et qui pensaient qu'en organisant cette manifestation contre l'islamophobie, en y mettant la France insoumise, tout en excluant d'autres représentants des associations musulmanes. Excusez-moi, je vais être un peu abrupt, c'est un peu mon habitude. Les barbus étaient exclus. Les barbus musulmans étaient exclus. Et on se souvient aussi que des organisations et des représentants de gauche imposaient leur diktat sur qui pouvait venir et ne pas venir. Et la transaction, c'était, on va passer au municipal, la France insoumise, il faut qu'elle se positionne là-dessus. Attention, qu'elle le fasse, peu importe les intentions, mais il ne faut pas non plus penser et être naïf qu'il y a eu une évolution du jour au lendemain. L'autre point, et là-dessus, c'est mon rôle de pousser dans cette direction-là, j'ai pas l'impression que l'état-major des organisations de gauche ou des médias de gauche qui se saisissent, tant mieux, de la question de l'islamophobie, ont suffisamment ouvert cet état-major pour que des personnes concernées qui apportent, ce que je disais tout à l'heure, leur perspective, leur analyse, leur expérience pour justement que cette lutte aboutisse, elles ne sont pas invitées. Je vois pas de diversité, même si le terme est beaucoup galvaudé, je vois pas beaucoup de diversité dans les états-majors, aussi bien de LFI ou d'autres. Attention, je sais que LFI en prend plein la figure et qu'on a plus diabolisé LFI que le Front National, enfin le Rassemblement National, bien qu'on a des éléments néo-nazis, néo-fascistes, antisémites, racistes, notoires au Rassemblement National. Maintenant, est-ce que pour autant il faut rien dire et se contenter de ce qui est fait? Non, je dis, la France insoumise, continuez dans votre logique. Allez jusqu'au bout de cette logique où vous refusez Vous attendez des actes, c'est ça? Vous attendez des actes concrets de lutte contre l'islamophobie, c'est ça? Exactement. Et ça, maintenant, je vais élargir un peu plus, encore une fois. Et je sais que, j'espère que les auditeurs comprendront où je veux en venir. Au-delà de la France insoumise,
regardons des personnes comme François Ruffin ou Sophie Binet de la CGT. Lorsqu'il y a eu la polémique créée de toutes pièces par Gabriel Attal, qui faisait sa rentrée politique sur ça. Gabriel Attal s'est saisi de la baya, comme Manuel Valls s'était saisi du supermarché Franprix halal d'Evry. Ça a été leur moment où voilà, ils deviennent des figures, on va dire, des figures notables à l'échelle nationale. La baya a été une polémique fabrique de toutes pièces pour faire ce que j'appelle l'islamo-diversion et ne surtout pas parler des services publics, de l'école publique qui tombe en ruine, des attentes des CPE, des professeurs, etc. On a parlé de la baya et absolument pas des élèves qui manquaient de moyens dans les écoles publiques. La position de François Ruffin, même s'il vient de quitter la France Insoumise, on l'a vu la semaine dernière, ça a été oui, la loi de 2004 est une bonne loi. Ah bon? Donc on a redéfini la laïcité pour passer de la neutralité de l'État à la neutralité des musulmans utilisateurs des services publics. Elle a ouvert la boîte de Pandore de législation d'exception depuis maintenant une vingtaine d'années. François Ruffin, le gaucho, nous dit « Ah bah c'est une bonne loi ». En même temps, il a dit qu'il avait foot le jour de la manifestation contre l'islamophobie en 2019. Bon, c'est François Ruffin, on va dire, il est plus France Insoumise. Bon, il y a eu l'affaire avec le deal avec Macron et les ouvriers, je sais pas si vous avez suivi ça. Oui, qui est quand même... non, mais Ruffin est un personnage voilà, extrêmement dangereux. On peut pas définir François Ruffin comme la bonne conscience, comme l'expression de la bonne conscience de la gauche. Non, absolument pas, mais ça donne quand même le nom parce qu'il n'a pas été dénoncé là-dessus. Moi, je l'ai relevé parce que c'est mon rôle, mais il n'a pas non plus été... cloué au pilori, comment oses-tu? C'est une loi qui a quand même exclu de l'école publique des centaines d'élèves musulmans, qui a initié une dynamique de législation d'exception ciblant celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Il n'a pas été pour autant dénoncé, et pourtant il l'a dit sur RTL. Sophie Binet, leader de la CGT, qui dit qu'elle était pour l'interdiction de la baya. Et ça, ce sont des personnes qui, après avoir dit cela, vont se positionner, le racisme c'est pas bien, l'islamophobie c'est pas bien, pour avoir l'assentiment et le soutien de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, en tout cas identifiés comme tels et parmi les classes populaires et les travailleurs. Donc, c'est pour ça que quand on parle de convergence, etc., je ne crois pas aux convergences entre des gens qui se voient, qui se voient pas comme des égaux. Et ça, j'avais eu un débat même avec un représentant de l'UOIF en Allemagne. Tout ce qu'il avait à la bouche, c'était, oui, faire des alliances. Je dis, mais des alliances sur la base de quoi? Vous n'êtes pas leurs égaux à vos soi-disant alliés. Et déjà, soyez alliés avec les autres organisations musulmanes. Enfin, en anglais, il y a l'expression « get your act together », fais le ménage chez toi. Et comment on obtient ce résultat? Comment on obtient cette espèce de révolution culturelle? Parce que la description que vous faisiez était assez pas désespérante, mais disons triste, même si elle renvoie à une réalité. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas réel, c'est une réalité sur le fait que les mentalités n'avaient pas évolué. Dans le fait de considérer les Arabes, les Noirs ou les musulmans justement comme des personnes qui sont bonnes que pour manifester, voilà, ou pour faire le travail, mais pas prendre la parole, pas théoriser, etc., etc. Comment on provoque l'espèce de révolution culturelle, si je peux exprimer utiliser cette expression, qui permettrait justement ce changement? Comment on obtient ce résultat? Alors, il y a déjà des choses qui sont faites. Par exemple, on prend le mouvement décolonial, il fait le travail là-dessus, pour rappeler et être la mauvaise conscience de cette gauche qui se pense, voilà, c'est elle qui est la conscience morale de la République. Non, on le rappelle, à juste titre, ils le font assez bien sur voici le récit, voici l'histoire et voici les faits. Ça, c'est une première chose c'est une pression qui doit être maintenue, malheureusement, constamment, génération après génération. En même temps, les personnes de qui on parle doivent à un moment avoir l'intégrité, et là c'est important, l'intégrité intellectuelle et morale pour regarder en face ce qui ne va pas, mais en même temps accepter que ce qu'ils refusent de voir en face est aussi une limite politique pour eux, parce que on leur fera jamais confiance. Même si je parle du dire que la confiance en politique, ben, c'est quasiment secondaire, il y a un moment,
vous butez sur vos propres limites. Pourquoi? Parce que votre regard est incomplet. Pour ceux qui sont adeptes de foot, vous voyez bien que on vous met toujours la caméra opposée. Pourquoi? Parce que là, vous avez une vue en 3D, une perspective pour comprendre d'où est partie la balle, où est-ce qu'elle est arrivée et comment les gens se sont placés. Mais c'est exactement comme en politique. Votre regard ethnocentré est incomplet. C'est comme regarder le monde en noir et blanc. Et cette perspective ne peut être obtenue qu'en parlant aux personnes qui vivent ces choses-là. En même temps, il faut aller encore au-delà. C'est pas parce que vous avez mis un noir ou un arabe, ou une noire ou une arabe, un musulman ou une musulmane dans votre équipe, que cette personne-là, c'est l'unique point de vue de cette personne. Tout comme il y a une multitude de points de vue chez, on va dire les Blancs, il y en a une multitude chez ces personnes-là que vous considérez les autres. Et donc, ça veut dire diversifier suffisamment les centres de décision de ces organisations-là. Et ça commence par une remise en question de ce privilège. Moi, je me rappelle il y a quelques années, quand j'étais actif sur Facebook, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, on pose la question, oui, mais Yasser, tu étais toujours en train de pousser. Excusez-moi, oui, c'est vrai, c'est mon rôle de pousser. C'est comme ça que je le définis. Mais imaginez un instant, je me positionne comme féministe, ce qui est mon cas. Je défends les femmes contre les violences sexistes, contre les discriminations, contre le harcèlement sexuel, etc. Mais à aucun moment, je laisse une femme prendre la parole. Il y a un moment, quelqu'un va se dire, Yasser, t'es bien gentil, mais enfin, t'es un homme, voilà, t'es peut-être pas nécessairement la première cible de ce que tu dénonces. Donc, il y a un moment, l'imposture devient flagrante lorsque je passe mon temps à parler des victimes sans leur donner la parole sur, justement, déjà humaniser l'expérience et en même temps, peut-être que parce que cette personne-là l'a vécu suffisamment longtemps et parce qu'elle a des capacités d'analyse, peut-être que c'est elle qui va me dire il faudrait s'y prendre comme cela. Il y a un proverbe arabe que ma mère me disait souvent, c'était le conseil de la personne malade vaut mieux que le conseil de 1000 médecins. Parce que la personne qui est touchée dans sa chair sait ce que ça fait. Et elle sait quand est-ce que la douleur s'arrête ou pas. Donc, moi, je veux bien que des personnes dénoncent à juste titre, mais honnêtement, je vais faire une confidence, je ne regarde plus, ni sur YouTube ni ailleurs, les clashs à la télévision, un tel a dit que, un tel a dit que. Pourquoi? Parce que politiquement, on n'avance pas. Au contraire, on a un coup d'État en cours avec Macron, et ce qu'il est en train de faire depuis maintenant la dissolution. On a un système politique qui est en train de nous exploser à la figure, et on sait très bien que le basculement est toujours possible. On y a échappé belle avec le second tour des législatives, on n'est pas pour autant tiré d'affaire. Donc, est-ce qu'on doit se contenter de prise de parole ou de positionnement médiatique, ou bien à un moment on doit remettre en question le fonctionnement qui n'a pas abouti et mettre en place justement des dynamiques où chacun se sent suffisamment concerné pour avoir sa place, être écouté et entendu, et que justement les personnes, Mélenchon ou autres, c'est comme les centres décisionnaires à l'échelle stratégique. On a une masse d'informations suffisamment diverses et larges et étayées pour prendre les meilleures décisions. Or, aujourd'hui, il suffit pas de dire l'islamophobie, c'est pas bien, on s'en prend aux musulmans, c'est pas juste, c'est pas ça, la laïcité de la République, pour que tout cela s'arrête. Ce n'est pas vrai. Le camp d'en face s'est radicalisé et les faits et les statistiques et les arguments ne suffisent pas. Il faut un contre-mouvement politique. Justement, concernant, pour revenir sur le film, hein, le repli, donc il sort le 30 octobre, il sera dans quelle salle on pourra le voir? Vous avez déjà alors des informations là-dessus? Il y a le placement, on fait j'aime bien m'inclure dans l'équipe. Le film fait les festivals depuis maintenant 1 an. Il a fait CPH Docs, il a fait One World, que je ne connaissais pas d'ailleurs, les 2 des plus grands festivals du film documentaire, Movies That Matter à La Hague, pardon, et le film continue à faire des projections dans différents festivals à travers l'été. En septembre, il y aura 3 projections pour la presse, donc Mizan TV justement sera invité, ils sont sur la liste pour voir le film. Il y a le 11 septembre, quelle date? 11 septembre,
je crois le 18 et le 24. Et ce film-là sortira en salle le 30 octobre dans les cinémas. À l'heure où nous parlons, je n'ai pas encore la liste des salles où il sera diffusé. Ce que nous savons, c'est qu'il sortira en salle, ce qui fait que la version longue d'1 h 30 sera projetée au public. J'espère des salles comme des grands noms, des salles françaises ont été démarchées, mais vu le sujet, n'ont pas encore été réceptives. Par contre, le film a vraiment été adoubé par tous les festivals dans lesquels nous avons été. Angela Davis l'a vu, on l'a vu ensemble au FIFDH, qui est le Forum international des films sur les droits de l'homme. Bon, Angela Davis, qui est quand même la marraine de bien de nos luttes, elle est ressortie bouleversée, elle a soutenu le film. Il y avait Rokhaya Diallo avec nous, il y avait Assa Traoré, il y avait comment elle s'appelle pardon, qu'elle m'excuse, j'ai oublié son nom. Et en fait, le film, vraiment, pour l'instant, ne reçoit que des bonnes critiques. Donc, vous espérez viser un public en particulier avec ce film pour conscientiser peut-être, je ne sais pas, ou est-ce que c'est vraiment un film qui s'adresse à tout le monde? Alors, bien sûr, le film, en tout cas, de par mon propos et de par l'orientation prise par le réalisateur, c'est vraiment de s'adresser à toute personne qui a un tant soit peu une conscience politique. Parce que ce que le film dénonce concerne tout le monde. Bien entendu, en premier lieu, c'est pour donner la parole à celles et ceux qu'on appelle les musulmans et que leur douleur qui a été expérimentée et vécue depuis les 50 dernières années et qui s'est accélérée avec l'état d'urgence et les lois islamophobes, elle n'a pas été oubliée. Et on sait qu'elle a structuré le champ politique français, ce qui fait que les musulmans, qui le veuillent ou pas, sont au centre maintenant de la politique française. Puisque on voit bien qu'à travers tous les mouvements politiques, de l'extrême gauche avec Lutte ouvrière jusqu'à l'extrême droite avec le Rassemblement national, il y a convergence au-delà de l'islamophobie. Il y en a qui s'inscrivent en porte-à-faux de tout cela. La France insoumise le fait, mais c'est loin, très très loin d'être suffisant. D'ailleurs, après le second tour des législatives, on n'a pas eu un front antiraciste. On a eu un front républicain qui a refusé qu'un parti fondé par des vichistes et des SS Waffen arrive au pouvoir. C'était ça, c'était absolument pas la question du racisme ou de l'islamophobie. Elles étaient secondaires, on l'a bien vu, dans toutes les prises de parole et les positionnements. Donc, il y a des personnes qui s'inscrivent à l'extérieur de cette convergence islamophobe, transpartisane, et donc le film s'adresse à tout citoyen et toute citoyenne qui veut vivre dans une société où c'est liberté et justice qui priment. Qu'on soit en accord ou pas avec nos croyances, enfin peu importe. On sait très bien que le champ commun qui nous concerne, c'est qu'on soit tous égaux vis-à-vis non seulement de la loi, mais vis-à-vis l'un de l'autre. Et encore une fois, un musulman ou une musulmane n'a pas à cacher ou à modifier ou à dévoyer sa foi pour plaire à l'autre personne. Je suis en désaccord avec des personnes sur leurs croyances personnelles, et je peux même faire une autre confidence ici devant Mizan TV. Il y a des personnes avec qui je suis diamétralement opposé en termes de spiritualité et de croyance. Et pourtant, ce sont mes meilleurs camarades de lutte. Parce que on a conscience de l'urgence qui nous fait face, et que, pour citer d'ailleurs Malcolm X à ce sujet-là, dans son discours The Ballot or the Bullet, il dit bien que parfois nos croyances religieuses doivent rester privées. Parce que pour l'instant, la lutte que nous menons, elle peut être motivée par notre religion, notre foi, nos croyances, mais là, ce dont nous avons besoin, c'est d'une convergence des actions politiques. Et si on se met à parler religieux, on sait que la divergence va primer. C'est comme ça. Alors, c'est une bonne transition, Yasser Louati.
Pour la question que je voulais aborder avec vous, vous avez dans votre analyse politique sur la réduction des libertés en France et sur les causes structurelles et conjoncturelles qui ont expliqué le durcissement de l'état d'urgence, l'islamophobie, vous avez mis en avant toute la question du néolibéralisme, l'Union européenne, le système, disons, oligarchique français actuel, et vous avez parlé d'islamo-diversion notamment. Voilà, comme contre-feu pour apaiser pour calmer les colères ou pour rediriger les colères plutôt par rapport à toutes les politiques extrêmement violentes néolibérales. Vous avez parlé de l'école, on aurait pu parler des hôpitaux également, de la retraite aussi à 64 ans. Voilà, il y a vraiment des décisions qui impactent, y compris les Arabes, les Noirs, les musulmans. D'ailleurs, en premier lieu, je dirais même, étant donné leur position sociale. Je voulais vous proposer d'aller un peu plus loin concernant justement l'analyse politique de l'islamophobie. Est-ce qu'on atteint, et en complément de cette analyse sur le néolibéralisme, est-ce qu'on n'atteint pas certaines limites en se concentrant seulement sur la question du racisme ou des discriminations? Je veux dire par là, est-ce que la véritable question n'est pas ailleurs et ne concerne pas aussi, ou plutôt, le modèle politique de l'État-nation et du nationalisme, donc un modèle qui se fonde sur le paradigme de la souveraineté pour un peuple autochtone qui se définit comme autochtone et qui se considère comme étant souverain concernant son destin historique sur son territoire, donc souveraineté politique, économique, culturelle, etc. etc. Donc, puisque finalement, je vous pose cette question du nationalisme, puisque finalement c'est là que se trouve la matrice des discours de droite et d'extrême droite, sur le grand remplacement par exemple, avec l'idée que l'immigration et sa pression démographique se substitueraient progressivement au peuple autochtone français. Est-ce que ce n'est pas là que se trouve la véritable ligne de fracture politique? Et pour finir, est-ce que vous n'estimez pas que le modèle politique de l'État-nation français est dépassé? Alors, le débat sur l'État-nation, il n'est pas nouveau. Et c'est vrai que, est-ce qu'il est dépassé? La question est légitime. Mais en même temps, ce serait intéressant de poser la question au chantre de l'État-nation. Vous le définissez à quel moment l'État-nation? Parce qu'on voit bien que la nation française n'a jamais été immuable à travers le temps. Et même ses frontières géographiques, même ses spécificités linguistiques ont évolué. Enfin, quand on demande la définition de la nation, on a le droit à des livres, j'en ai déjà 3, de Ernest Renan à Hobson, sur l'État-nation, et on voit bien que ouais, ça va un petit peu dans tous les sens. Pour les chantres de ce concept-là, j'aimerais leur poser la question, qu'est-ce que vous définissez vous-même comme l'État-nation, qu'est-ce que vous définissez comme peuple, et qu'est-ce que vous définissez déjà comme souveraineté du peuple, et de quel peuple parle-t-on? D'accord? On n'oublie pas que ce qu'on appelle aujourd'hui la France, avec le français comme sa langue centrale, ce sont des concepts relativement récents. Et quand on les écoute, on croit que c'est des concepts qui sont multimillénaires. Non, il faut arrêter un petit peu. On s'accroche à ces thématiques-là et à ces concepts-là par rejet de tout ce qui n'est pas blanc et catholique. Parce que ces conversations-là n'ont jamais lieu à l'extérieur, dans d'autres circonstances. On en parle toujours pour exclure. C'est pas nécessairement, on définit pas la nation par ce qu'elle est, on la définit par ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas arabe, musulmane, noire, africaine, tout ce que vous voulez. Alors c'est les deux. Alors mais justement, c'était le sens de ma question. Est-ce que le racisme et l'islamophobie ne sont pas plutôt l'effet et la conséquence de ce modèle politique qui est inscrit dans les consciences, qui agit, qui est fonctionnel sur le plan psychologique et sur le plan culturel? Est-ce que c'est pas ça? Ou voilà, est-ce que la cause ne se situe pas plutôt là que dans un rejet seulement culturel, mais qui serait pas politique ou idéologique? C'est ça que c'était le sens de ma question. C'est les deux, parce qu'on voit bien que même des personnes qui n'adhèrent pas à la notion d'État-nation et encore moins au nationalisme peuvent avoir des positionnements profondément islamophobes. Et donc les motivations de cette islamophobie-là, ne sont pas nécessairement du spectre nationaliste, État-nation, etc. Il faut vraiment faire attention sur les motivations des uns et des autres. L'islamophobie qui s'est faite à gauche et à droite, elles ont leurs germes sont différentes, mais les résultats sont les mêmes. Donc là, c'est pour ça que pour moi, les deux, la question elle est vraiment intéressante parce que ça concerne les deux. Autre point,
c'est vrai que si on s'en tient au concept d'État-nation et au nationalisme, bien entendu, étant donné qu'on ne définit pas la nation pour ce qu'elle est réellement, mais en fonction de ce qu'on aimerait qu'elle ne soit pas, forcément, bah, le groupe majoritaire ou celui qui définit va dire ce n'est pas ça, 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 ça. Oui, et hier, quand on définissait la nation, on excluait aussi les juifs. Mais par culpabilité, maintenant, ils sont exclus. Ça veut absolument pas dire que la France est débarrassée de son antisémitisme d'antan. Donc, là-dessus, j'aimerais vraiment que les choses soient claires, c'est que vraiment, il faut garder les deux en perspective et que l'une alimente l'autre, parce que les résultats sont les mêmes. Pour revenir maintenant, parce qu'il y avait plusieurs questions dans la question, sur les questions des politiques néolibérales et de l'Union européenne. J'avais tweeté une fois, encore une fois, bon, à l'époque j'ai quitté Twitter, mais j'ai tweeté que plus la France est inconséquente sur la scène internationale, plus elle est brutalement islamophobe à domicile. À savoir que plus on voit que la France, particulièrement sous Macron, qui est devenu, excuse-moi du terme, j'aime pas, mais c'est le président de la République, certes, qui est devenu, enfin, on a l'impression d'avoir un clown, enfin, que plus personne n'écoute et que plus personne ne prend en sérieux quand on voit ses prises de position sur la scène internationale, et en tout cas sur est-ce que ça aboutit ou pas, plus cette France est complètement ignorée sur la scène internationale, plus elle est brutale. Au même moment où Macron... qui garde la main politiquement, hein. Macron garde... Alors, vous avez raison sur le plan international, mais il reste quand même le maître du jeu, pour l'instant, en tous les cas, sur le plan politique, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, avec la dissolution... Oui, là, c'est pas la même chose. Là, je parle, en fait... Oui. Internationalement, la France devient inconséquente. Oui. À la maison, à l'intérieur, elle devient brutale. Un peu comme le père de famille qui se fait humilier au travail et qui rentre à la maison taper sa femme et ses gosses pour sentir un peu sa virilité. C'est exactement pareil. Donc, aujourd'hui, on voit bien que cette perte de souveraineté de la France, qui n'a plus le contrôle de sa monnaie, à qui on impose les fameux 3% du déficit, qui n'a plus vraiment son mot à dire ni sur les orientations de l'Union européenne et encore moins sur celles de l'ONU ou de l'OTAN, on voit vraiment que c'est un pays qui devient une province, pour citer Pascal Boniface. On voit bien que au même moment, on a une espèce de, comme vous le disiez à l'instant, cette espèce de farouche nationalisme, on va exclure toutes les communautés qu'on estime être suspectes. Et en même temps, ce que j'appelle en fait moi l'islamo-diversion, excusez-moi, je suis pas en train de dire que ça minimise autre chose, je dis juste que c'est en train justement de réorienter, comme vous le disiez, les colères vers une communauté et non plus vers le haut, vers l'État et ses représentants. Et c'est aussi pour faire oublier aux Français que leur perte de souveraineté populaire, elle n'est pas organisée par celles et ceux qui les dirigent, d'accord? Mais en même temps, on leur dit, si vous avez des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de vos collègues noirs, arabes, musulmans, etc. Donc on voit bien que c'est cette espèce de bouillie islamophobe, elle va de la définition de la nation à la place de cette même nation sur l'échelle internationale et la relation qu'il y a entre le peuple et ses élites. J'aimerais bien que cette colère islamophobe qui se manifeste avec le vote RN se manifeste plus dans la rue pour exiger une nouvelle république avec une constitution où le président n'est plus le monarque en chef planqué à l'Élysée et qui peut faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec Emmanuel Macron, plutôt que de voter pour un parti qui n'est pas connu pour être un grand parti démocrate, mais qui est plus un clan familial qui a commencé par Jean-Marie Le Pen et tenu aujourd'hui par Marine Le Pen et maintenant qui, avec le retour de sa nièce, qui a quitté Reconquête. Et là, j'ai ma petite théorie. Bon, j'espère qu'elle fera réagir et qu'on pourra la contredire si c'est le cas. C'est que le RN vend une espèce de chimère, de mirage auquel les gens veulent croire. Les gens veulent croire en ce mirage, ils veulent croire en des promesses, ils veulent qu'on leur mente et qu'on leur dise « Nous avons des solutions très rapides à vos problèmes ». L'exemple qui montre cette supercherie et pourquoi les électeurs RN doivent être pris pour ce qu'ils sont, moi je refuse cet angélisme encore une fois de François Ruffin, les fâchés pas fachos, non. On connaît le RN, on connaît son histoire, on sait que la centralité de son discours c'est le racisme et c'est l'autoritarisme. On voit bien que aujourd'hui,
Bah, quand vous votez RN, vous ne votez pas pour des... Quand vous êtes une personne, pardon, du monde rural, de l'agriculture ou des petites villes périphériques, mais qu'est-ce que vous avez de commun avec Marine Le Pen, qui est une bourgeoise qui vit dans un palais? Je me souviens un meeting politique qui avait été annulé il y a 6 ou 7 ans, en été, parce que madame s'était blessée en sautant dans sa piscine. Et pourtant, le RN est le premier parti politique français en nombre de scrutins, en nombre de voix, parce que le Nouveau Front Populaire est une coalition de tous les partis, et Macron, c'est pareil, c'était une coalition. Et le RN, bon, il y avait eu les ciotistes, mais c'était vraiment une toute petite frange qui n'était pas significative. Donc malgré ce que vous venez de dire sur les paysans, voilà, le RN est quand même le premier parti politique français, et la France reste fondamentalement un pays de droite, extrême aujourd'hui, ou d'extrême droite si on veut. Voilà, comment vous expliquez ça alors? Bah, il y a multiples facteurs, encore une fois, c'est que on a envie de se sentir... Je pense profondément, vraiment je pense, que les électeurs du Front National et du RN aujourd'hui sont résignés et veulent juste que le capitalisme les épargne. Qu'ils s'en prennent aux Noirs et aux Arabes, mais qui nous épargnent, qui nous laissent les petites miettes qui restent. Il n'y a plus de remise en question de ce système-là. D'ailleurs, ils ne croient même pas... Enfin, le NPN n'a pas pignon sur rue dans le monde rural. Donc, on n'a pas un discours marxiste révolutionnaire dans le monde rural. On a un discours nationaliste, pourtant libéral. Vous écoutez la déclaration de foi qui s'est faite il y a quelques jours de la part cette coalition qui est en train des organisations satellites au Rassemblement national. Et le deuxième point, c'était libéralisme, et deuxièmement, identitarisme. C'est tout ce que vous avez. C'est ce qui va payer le loyer des personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est ce qui va sauver les agriculteurs. Et vous regardez aussi, dans les faits, le Rassemblement national a voté toutes les mesures censées protéger le monde rural au Parlement européen. Le Rassemblement national a voté contre toutes les mesures qui étaient censées protéger les classes populaires. Et j'aimerais dire aux électeurs du Rassemblement national qui pensent trouver la voie de la miséricorde et du salut avec le Rassemblement national, vous avez regardé les votes du Rassemblement national, ou c'est seulement parce que vous n'aimez pas les Noirs et les Arabes, donc vous votez pour un parti qui n'aime pas les Noirs et les Arabes, même s'il fait passer les mêmes mesures néolibérales que Emmanuel Macron et ses prédécesseurs. Et c'est pour ça que je refuse l'angélisme pour dire « Ah, mais les pauvres, ils sont en colère ». Ils auraient pu exprimer leur colère via des partis, en soutenant des organisations qui remettent en question ce mode de système, en tout cas ce système économique, et cette 5e République qui ne fait que produire des régimes autoritaires et complètement discrédités. Voilà. Alors, étant donné l'évolution politique de la France, qu'on a pu aborder dans cet entretien, comment doit-on se projeter dans les 10 ou 20 prochaines années? Est-ce qu'on doit s'attendre à une fuite massive des cerveaux et des entrepreneurs issus de la communauté musulmane notamment, un exode, enfin le mot exode est peut-être un peu fort, mais qui a déjà commencé, un ouvrage a été écrit là-dessus par des sociologues, on a fait une émission, on a reçu, on a fait un entretien consacré à ce sujet, sur ces musulmans qui quittent la France, ils aiment la France mais ils la quittent, donc est-ce que on doit s'attendre à un renforcement de cet exode, ou est-ce que la solution est ailleurs, et quelle doit être au juste cette solution justement dans les 10 ou 20 prochaines années? Je sais que c'est toujours difficile de se projeter, mais je pense que c'est important aussi de faire le lien entre le présent, et d'ailleurs le film Le Repli lui parle des années précédentes, mais il y a une continuité, et étant donné l'évolution de ce système, comment vous voyez la situation politique en France dans les 10 ans, voire peut-être même dans les 20 prochaines années? Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Pour commencer, cet exode de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, bon, Julien Talpin a écrit son livre là en 2024. Moi, je l'avais remarqué, j'en avais déjà parlé dans les années 2006-2007. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même fait cet exode et je suis revenu. Voilà. Donc l'expérience, je l'ai vécue. J'ai vécu au Moyen-Orient, j'ai vécu aux États-Unis, et à la fin, je suis rentré à la maison. Parce que la maison, c'est ici, c'est pas là-bas. Peu importe ce qu'on peut avoir comme héritage commun, je suis désolé, je suis un gamin de Paris, je suis un gamin de Paris. Et peu importe les conditions de travail qu'on peut m'offrir ailleurs, je suis pas chez moi.
Donc, et ce que j'aimerais dire et rajouter à cela, c'est que ce que j'avais pensé, enfin, comment j'avais vu la chose, c'était, vous avez des personnes qui vont à l'école publique pour la majorité, jusqu'au bac, qui peuvent faire de grandes écoles, publiques ou privées. Il y a la bourse. Donc, il y a un investissement de ce qu'on appelle la communauté, pas dans le sens américain, à savoir la collectivité. Ça veut dire le pays investit dans leur instruction et leur éducation. Donc, vous avez un investissement de, je ne sais pas, moi, je ne vais pas dire un chiffre, je pourrais me tromper, me ridiculiser. Cette personne-là ressort diplômée. Il y a plusieurs, comment dire ça, résultats ou débouchés. Cette personne-là postule et elle obtient un travail qui est en dessous de ses compétences. Donc, le retour sur investissement est minimisé. Il est diplômé Bac+5, il pourrait travailler dans un poste haut placé avec un salaire à 5 ou 6 chiffres. Il fait un travail alimentaire. Et j'en parle parce que j'en connais plein. Moi, je veux dire, j'ai connu des personnes qui étaient brillantes au lycée. Pour moi, elles étaient vouées à de brillantes études. Elles ont fait leurs brillantes études et elles ont dû, pour des raisons pragmatiques, s'en tenir à un travail alimentaire et se dire, bon, écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai une famille à nourrir, j'ai pas pu, etc. La vie a fait que. Donc le retour, déjà, il y a un coût d'opportunité qui est flagrant. Vous prenez la personne qui ne trouve rien et qui maintenant va s'expatrier, va partir dans un autre pays. Donc, on a une perte d'investissement qui est totale, zéro. Il n'y a rien qui revient dans les caisses de la communauté. Cette personne-là va travailler dans une économie qui est rivale, concurrente de celle de la France. États-Unis, Grande-Bretagne, les Émirats, le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, où est-ce que j'ai vu encore Singapour et même la Chine. Ou le Japon. Pour certains. Le Canada aussi. Oui, merci, le Canada. Et donc, dans un monde globalisé, où les pays rivalisent d'ingéniosité pour attirer les cerveaux, les talents, les compétences, les espérances, etc., nous, en fait, on les pousse dehors. Donc, soit ils restent et il y a une perte d'opportunité, enfin, il n'y a pas de retour sur investissement, en tout cas moindre, ou bien il y a une perte totale, et au contraire, on subventionne des économies rivales. Excusez-moi, Fouad, pardon, mais c'est le capitalisme le plus stupide de la planète. J'ai jamais vu ça. Non, on investit, on attend un retour, un ROI de je sais pas combien. Là, en fait, on n'a que dalle. On préfère s'en débarrasser et les perdre plutôt que de les conserver parce que on veut garder un certain sentiment de supériorité. On va te dire où tu vas travailler et tu ne monteras pas là où tu espères monter. Déjà là, c'est un problème. Et ça, c'est en train de s'exacerber depuis quelques années. Maintenant, la solution, est-ce qu'elle est dans l'exil? Même si j'ai dit à beaucoup de personnes, si tu peux partir, pars. Avant, pour moi, ça c'était un blasphème. Tu ne pars pas. Enfin, moi qui étais parti dans les années 2000, je suis parti même très tôt, juste après le lycée, je suis revenu. Enfin, j'avais 30 ans passés. Je dis c'est bon. Enfin, je rentre à la. Là maintenant, je dis la situation est telle que s'il y a des opportunités ailleurs, il vaut mieux s'en saisir. Parce que vivre une vie de frustration, c'est pas bon du tout, ni pour toi, ni pour ta famille. Maintenant, est-ce que c'est la solution à long terme? Absolument pas. Parce que déjà, il ne faudrait pas donner raison à ceux qui pensent que ces personnes-là ne sont pas chez elles. Vous êtes chez vous. Et quand on chante, on est chez nous, il faudrait dire moi aussi. Sauf que moi, contrairement à toi, j'ai pas vendu la France à Vichy et à Hitler. Moi, mes ancêtres, ils ont combattu ces gens-là. Non seulement tu as une dette de la liberté à mon égard, mais en plus, ton pays, c'est mon père et mon grand-père qui l'ont reconstruit. Donc là-dessus, je n'ai absolument aucun sentiment de culpabilité ou de sentiment que je suis que je devrais me comporter comme un invité reconnaissant. Je suis autant chez moi que chez toi. Mais moi, j'ai pas le passif de Vichy, contrairement à toi. L'autre point, c'est de se dire, si tout le monde part, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est pas tout le monde qui pourra partir. C'est pas vrai. Et les pays qui... les classes moyennes qui ont un capital social, financier, culturel, qui ont les moyens de partir, mais les classes populaires, les classes précaires aussi, évidemment, n'ont pas cette opportunité-là. Exactement.
merci de l'avoir souligné, c'est seulement les classes plus ou moins aisées, potentiellement aisées, qui peuvent partir, qui partent avec un diplôme ou un capital. Je ne vais pas aller à Abu Dhabi ou à Doha en étant chauffeur-livreur. Parce que là-bas, le chauffeur-livreur, il gagne moins que le SMIC. Enfin, il survit et on ramène des populations sud-asiatiques qui sont vraiment dans des conditions quasi inhumaines. Donc, ça, eux pourront pas partir. Maintenant, si toutes les personnes qui ont un capital intellectuel partent, qui va rester pour mener ces luttes? Qui va rester pour apporter justement ces compétences nécessaires, ce capital intellectuel ou financier pour alimenter cette lutte? Il y a une responsabilité aussi que chacun doit porter. Il y a encore une fois ce que j'appelle une part incompressible de responsabilité individuelle que personne d'autre pourra porter. Certains peuvent porter plus que d'autres, mais il y a un moment, il y a un minimum syndical que chacun doit porter. Maintenant, les personnes qui ne peuvent pas partir, et là, il faut vraiment regarder les choses en face. Comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que vous vous définissez vraiment comme Français ou comme étranger? Parce que vous ne pouvez pas me dire on est chez nous, c'est injuste, et vous comporter comme des étrangers qui doivent montrer patte blanche. Et se comporter comme un Français chez lui, c'est aussi prendre part à toutes les luttes. Certes, la première qui vous touche dans votre chair, à savoir le racisme, l'islamophobie et leurs extensions, violences policières, discrimination, etc., mais en même temps le devenir du pays. Or, il y a plusieurs années, et d'ailleurs c'était en plein tournage du film Le Repli, j'ai dû prendre la parole sur ces personnes qui ne se définissent qu'en tant que croyantes. Tant qu'on m'autorise à faire la prière, à aller à la Mecque, à porter ma djellaba, pour moi tout va bien. J'oublie le capitalisme, j'oublie l'exploitation, j'oublie l'autoritarisme, et ça rejoint cette infâme fatwa obtenue par Léon Roche en 1894. Léon Roche s'était infiltré auprès de l'émir Abdelkader. Il s'était arrangé pour avoir une fatwa par un des shérifs de la Mecque, et la fatwa qui est aux archives nationales et qui a été déterrée par une amie qui est décédée il y a quelques années. Cette fatwa disait que tant que la puissance coloniale vous permet d'accomplir les rites, ce n'est pas la peine de la combattre. Et moi, je pousse encore plus loin, ça veut dire que donc, si la seule chose qui vous concerne, et je voyais les réactions avec le vote RN qui montait et la quasi-certitude qu'on allait avoir le RN au pouvoir, ils pourront jamais me faire abandonner ma religion. C'est pas ce que veut le RN. Le RN, si tu pries et tu votes pour lui, il est content. Justement, il aime bien les gens comme toi. C'est imaginez comme Français de l'étranger, je dirais comme Français de l'étranger, pour une boutade, si je devais voilà partager cette boutade, il serait content s'il votait en tant que Français de l'étranger, c'est-à-dire s'il quittait le territoire. Exactement, et c'est exactement ça malheureusement. Et donc ça c'est un débat que les premières concernées doivent tenir. Enfin, c'est vrai que il y a l'injonction qui est insupportable. Est-ce que tu aimes la France? Il y a un moment, il va falloir regarder qui on est en face et l'accepter. Donc, soit vous êtes des étrangers, donc ça ne venait pas dire on est français, c'est injuste, même si en tant qu'étranger, vous avez des droits autant que les autres. Il y a un moment, il va falloir, tout comme beaucoup demandent, et à juste titre, que la France accepte sa part ou sa partie musulmane ou non musulmane, mais en tout cas non blanche. Ça fait partie du décor. Les Antilles, c'est la France. Donc le maître étalon, c'est pas blanc catholique en France. Ou sinon, si la France est blanche et catholique, qu'on libère les colonies, qu'on donne son indépendance à la Kanaki. D'accord? Donc maintenant, à un moment, je vois bien que on veut se sentir bien ici, mais en même temps, on attend une espèce de charité politique. Je suis désolé, toutes les communautés en France ont lutté âprement pour leurs droits et libertés. Et les musulmans, les noirs, les arabes ne dérogeront pas à la règle. C'est comme ça. Et même avant qu'il y ait des Noirs et des Arabes, c'était pas la concorde en France. C'est un pays aux multiples révolutions. C'est un pays qui s'est qui s'est fait connaître avec ses mouvements sociaux, avec sa commune de Paris, avec ses grèves, etc., avec son front populaire, et j'en passe. Donc il y a un moment, cette part-là de votre identité qui est française, assumez-la. Deuxièmement, les relations avec les pays d'origine doivent être revues. Parce que
quand vous dites « je suis fier de mes origines de tel ou tel pays » et que vous vous inscrivez dans un lien d'affection avec ces pays-là, est-ce que c'est un lien d'affection avec le pays ou le régime en place? Parce que le régime en place, quand vous le soutenez, lui, il n'a jamais soutenu les populations qui sont là. Je n'ai jamais vu ni le régime marocain, ni tunisien, ni algérien, ni turc, ni quoi que ce soit soutenir celles de ceux qu'on appelle les musulmans dans leur lutte contre l'islamophobie. Il y a des déclarations opportunistes, c'est vrai, de temps en temps, mais quand on voit que ces régimes-là n'ont absolument aucun problème pour travailler avec les fascistes en Italie, j'ai même publié sur Facebook, avec les fachos en France, et que vous êtes là, mordicus, à défendre ces régimes-là, je suis désolé, là, vous vous comportez comme des aliénés. Vous ne pouvez pas dénoncer... Vous pensez à qui? Vous pensez à la Ligue arabe, non, à la Ligue islamique tous. Non, en Italie, non. Vous pensez à qui pour l'Italie, par exemple? Le Marseille marocain qui avait envoyé une délégation travailler avec le parti de Salvini. C'est absolument impensable, et pourtant ça se fait. On voit bien que, enfin, à quel moment est-ce que le régime marocain ou algérien ou tunisien sont venus soutenir leurs ressortissants contre l'islamophobie? Donc, je vous dis pas qu'il faut détester ces pays d'origine. Il y a un moment, il va falloir mûrir politiquement et redéfinir. Et s'il y a solidarité, elle doit exister avec ces populations-là dans ces pays qui subissent les dictatures de ces régimes-là. Et ne venez pas me dire que ce ne sont pas des dictatures, parce que là, ça obligerait à lever le couvercle sur un tabou, une omerta, une hypocrisie sans fin. On est pour la démocratie et les droits de l'homme en France, mais par contre, au bled, on est d'extrême droite. Il y a un moment, il faut arrêter. Et il faut être cohérent avec soi-même. Je sais que ce que je dis est dur. Je sais que ce que je dis, des fois, on a du mal, mais je suis désolé. Le régime en place, ce n'est pas le pays. Et c'est une arnaque intellectuelle que de confondre les deux. Et donc, si vous aimez vraiment les pays d'origine, et honnêtement, je pousse à ce que ce soit le cas, soyez solidaires des millions de personnes qui rêveraient de partir parce que justement, elles n'ont pas la liberté d'expression que vous avez en France et la liberté que vous avez en général. Combien de personnes sont en prison pour les mêmes déclarations que vous faites ici en France et qu'elles ne pourront pas faire? Donc, là-dessus, il va falloir s'inscrire, c'est quoi? Vous êtes qui? Et là, ce n'est pas une injonction à choisir l'un ou l'autre, c'est de choisir et d'accepter cette identité multistrate, protéiforme et complexe qui inclut toutes ses composantes. Tout comme la France et ses élites doivent, ce qu'on appelle avoir un moment, en anglais, reckoning, un moment de faire face à la réalité. La France, telle qu'elle existe, ce n'est pas la France telle que en rêve le Front National. C'est une chimère. Malheureusement, pour eux, et tant mieux pour beaucoup, elle n'existe plus. Et elle n'a jamais existé. Pour être honnête. Maintenant, c'est encore une fois qui est en capacité d'imposer un récit. Tout à l'heure, vous parliez du grand remplacement, mais il faut aussi parler de son penchant de gauche, qui est l'insécurité culturelle portée par Laurent Bouvet. Et on voit bien que dans les deux cas, ces populations françaises-là sont mises dans la case des étrangers alors qu'elles sont pleinement françaises. L'un vous dit il y a remplacement physique de la population française autochtone, ce qui a été démonté, mais le muscle politique fait que on impose ce récit à tel point que s'en saisissent la droite, on va dire plus ou moins mainstream, avec la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. On a vu que Olivier Faure a repris la description. On peut aller dans certains quartiers et trouver qu'il y a une colonisation à l'envers. Il l'a dit sur RTL. Mais en même temps, à gauche, c'est la même chose avec l'insécurité culturelle et cette visibilité des musulmans qui poserait problème. Mais encore une fois, votre récit, c'est pas la réalité. Donc vous pouvez vous enfermer dans une bulle et croire que la France c'est ça. Mais dans ce cas-là, ne sortez pas de chez vous. Parce que la France, elle est ce qu'elle est et il faudra l'assumer. Alors, pour conclure cet entretien, Yasser Louati, quel est le bilan que vous tirez de l'action politique et citoyenne menée ces 20 dernières années
par les structures militantes, que vous connaissez bien, puisque vous avez milité au sein d'un certain nombre de structures, et sur le terrain, vous avez rencontré beaucoup d'acteurs. Voilà. Et quel bilan vous tirez de ces 20 dernières années de ces structures-là, que ce soit sur la question de l'islamophobie ou sur la question du poids politique ou de la représentation politique de ces populations-là, dans le contexte de durcissement qu'on a évoqué tout au long de cet entretien. Alors, je suis content qu'on termine sur cette question-là. Regardons les faits tels qu'ils sont. Qu'avons-nous eu ces, on va dire, 20 dernières années? Commençons par ce qui nous est plus proche, la loi séparatisme. Je ne sais pas si les premiers ou les premières concernés, celles et ceux qu'on appelle les musulmans, se rendent compte. Cette loi a privé les musulmans et les musulmanes, en tout cas celles et ceux qui sont identifiés comme tels, de leur citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'elle s'en prend à la liberté d'expression, de culte, d'association. Elle viole la laïcité en permettant à l'État de s'ingérer dans les affaires internes au culte musulman. Cette loi-là a littéralement été la guillotine de la citoyenneté musulmane. C'est comme ça que je le vois. Quand un État se permet de passer ce genre de loi-là, et que pendant les débats qui ont mené au passage de cette loi, on a eu droit à des propositions d'interdiction des danses orientales, des drapeaux dans les mariages, chacun il va dans sa petite anecdote, bien sûr qu'il ne pourra jamais prouver, prière dans les couloirs d'université, etc. On a eu un déferlement de propos islamophobes au sein même des institutions de la République qui ont abouti au passage de cette loi avec une majorité voilà, qui n'a jamais été remise en question. On a eu la dissolution de plusieurs organisations. Le CCIF, Baraka City, parmi d'autres. La fermeture de centres d'études musulmans. Je ne vais pas les nommer, on les connaît tous. On a maintenant le lycée Averroès qui perd ses subventions. Les tentatives répétées de fermer des lycées musulmans, le lycée MHS, etc. Donc on voit bien que maintenant, on continue à s'en prendre aux individus, mais maintenant ce sont les structures qui sont fermées, dissoutes par l'État sous la simple accusation de séparatisme qui n'a absolument aucune définition légale. En même temps, quand on continue à rembobiner, Darmanin, lorsqu'il lance ses perquisitions post-assassinat de Samuel Paty, il dit bien texto, Lacroix a rapporté ses propos, juridiquement, enfin légalement, nous n'avons rien contre ces personnes. Mais il fallait envoyer un message. Ouais, tout comme François Hollande avait envoyé un message aux musulmans avec plus de 4000 perquisitions et autant de maisons détruites. Donc maintenant, on regarde sur les 20 dernières années. On voit bien qu'on est plus en train de reculer que d'avancer. Je parle en termes politiques. Dans la société, on voit bien que plus la présence de celles et ceux qu'on appelle les musulmans se normalise, particulièrement avec la culture, par exemple, le cinéma, la musique, les arts en général, etc., plus on a un raidissement du corpus politique, du moins en France. Là, ça pose la question, est-ce que la méthode a abouti? Mais avant d'y répondre, j'avais oublié un point, c'est quel a été le rôle des institutions musulmanes religieuses. Les institutions associatives citoyennes ont été dissoutes. La coordination contre le racisme et l'islamophobie aussi, je l'avais oublié, etc. L'IESH avait été ciblé, etc. Les éditions Nawa aussi qui ont été fermées. Les éditions Nawa, on voit bien que tout ce qui permettait aux musulmans de s'organiser, d'avoir une présence politique, a été ciblé et dissous. La seule qui a résisté, bon, c'est pas une organisation musulmane, c'était le collectif Palestine vaincra qui a résisté et mené sa lutte. Et c'était l'exemple à suivre, comme les soulèvements de la terre. Et donc, quand on regarde comment est-ce que le collectif Palestine vaincra et les soulèvements de la terre ont fait face à la répression de l'État, on voyait bien que c'était cette méthode-là qu'il fallait employer, à savoir résister, résister et résister, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une répression qui était purement politique. Ces organisations-là n'avaient absolument rien commis d'illégal. Et donc on se retrouve avec un exemple qui aurait fallu suivre,
et qui n'a pas été suivie. Maintenant, quand on regarde les organisations musulmanes, les mosquées, les associations cultuelles, les fédérations musulmanes, quel a été leur rôle pendant le passage de la loi séparatisme? On voit bien qu'il y a eu une collaboration avec l'État. La fameuse ou infâme charte des imams, qui non seulement avait été proposée par Emmanuel Macron en violation totale de la laïcité, on n'a pas vu les associations et les organisations religieuses musulmanes se soulever pour dire « Stop, la laïcité vous interdit de vous ingérer dans les affaires internes au culte ». Au contraire, ils ont accepté l'idée, et au-delà de ça, ils ont accepté l'idée de rédiger une charte. Pendant que... Comment vous l'expliquez? Pardon de vous interrompre, mais est-ce que c'est de la faiblesse, c'est-à-dire le sentiment de ne pas avoir du poids politique pour contrebalancer ces politiques-là, ou est-ce que pour vous c'est des attitudes qui relèvent de l'adhésion, c'est-à-dire de l'adhésion volontaire à ce type de politique, ce qu'on aurait du mal à comprendre, parce que ces politiques-là finalement provoquent l'affaiblissement de ces institutions elles-mêmes. Donc on aurait du mal à comprendre comment elles adhéreraient volontairement à ça, en fait. Alors là, il faudra regarder les personnes qui composent ces associations-là. Ce sont des personnes, et encore, je ne fais pas le procès des personnes qui sont nées à l'étranger. Je parle de personnes qui sont nées et ont grandi dans des pays où il n'y a pas de séparation de la religion et de l'État. Le concept même de laïcité, voire même de citoyenneté, n'existe pas. Ces mêmes personnes-là viennent en France et représentent des personnes de confession musulmane où il y a séparation du religieux. Quand on regarde ces personnes-là, leur formation initiale et leur comportement aujourd'hui, on voit bien que c'est le comportement de personnes qui ne comprennent même pas c'est quoi la séparation du religieux et du politique, et encore moins le concept de laïcité à la française. Donc, parce que dans ces pays-là, la religion est attelée à l'État. Le moufti est au service du roi, du président, du zaïm, du dictateur, tout ce que vous voulez. Donc, eux-mêmes définissent leur rôle comme légitimateurs du pouvoir en place, et non pas des gardiens d'une certaine moralité vis-à-vis du politique qui est par essence corruptible, pour ne pas dire corrompu. Donc, en France, lorsqu'elles occupent ces fonctions-là, leur logiciel est complètement... c'est pas le bon. Ils parlent une langue qui est différente. Et ça arrange très bien les politiques français. Pourquoi? Regardez l'histoire. 1905, on passe la loi sur la laïcité. Elle n'a jamais été appliquée en Algérie. Au contraire, l'État s'ingérait justement dans le choix des imams, dans les zaouïas, etc. pour s'assurer que une version spécifique de l'islam était enseignée pour garder la paix et pacifier et neutraliser les populations indigènes. On revient à la fatwa obtenue par Léon Roche à la fin du 19e siècle. En France, vous voyez bien que lorsque injonction est faite de l'État, ils sont complètement incapables de concevoir, mais je n'ai pas à obéir. On ne voit pas l'État se comporter de la sorte avec les organisations catholiques, protestantes ou juives. Ils se sont mobilisés, hein. Il y a eu les trois églises, donc l'église catholique, la fondation protestante et les orthodoxes, avaient fait un communiqué commun pour exprimer leur inquiétude et donc leur condamnation, hein, en langage diplomatique, de la loi contre le séparatisme, avec aussi une distanciation ressentie par rapport, même s'ils sont pas nommés, par rapport aux musulmans ou par rapport à certains extrémistes, parce que l'actualité, les faits divers, ce que vous avez expliqué, intervient toujours dans ces débats-là, et la question en arrière-plan du terrorisme intervient aussi, et même si elle est aussi exploitée politiquement, évidemment. Voilà. Je me rappelle de la tribune qui avait été publiée, je crois qu'elle avait été publiée sur Le Monde ou La Croix, je ne m'en souviens plus, il y a quelques années. Mais qu'a fait la mosquée de Paris pendant ce temps-là? C'est elle qui a rédigé, pendant que la majorité des fédérations tentaient de travailler ensemble pour une charte, au lieu de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas à le faire. On devrait justement publier un texte disant à Macron, nous vous appelons à respecter la laïcité. Tout le monde s'est mis au travail, et dans leur dos, la mosquée de Paris, avec Shamseddine Hafez, préparait la version la plus radicale
de la charte des imams et l'avait remise à Darmanin. Donc on a des organisations musulmanes qui travaillent contre les musulmans, contre leurs intérêts, peu importe les motivations, incompétence, lâcheté, incompréhension. Moi je me rappelle, je faisais des lives quasi quotidiens sur Facebook, j'avais des remontées terrain, j'apprenais que le recteur de telle mosquée ne prenait pas position parce qu'il avait demandé la nationalité, donc il fallait qu'il montre patte blanche. D'autres qui leur disaient vous semez la discorde sur terre, etc., etc. Alors, et vous aviez un schisme qui est salutaire entre cette génération de musulmans qui sont pleinement françaises et qui dit attendez, la République laïque, la mosquée n'a pas à servir de chambre d'écho aux politiques d'Emmanuel Macron, et les dirigeants des mosquées qui, eux, n'avaient rien compris et trahissaient le mandat qui leur a été octroyé. Si vraiment il y avait un mandat. Parce que beaucoup sont là depuis 20 ans, on ne sait pas quel est leur mandat. Donc vous avez la mosquée de Paris qui rédige la charte la plus radicale, pour la version la plus radicale. Il y avait plusieurs fédérations, hein. Il n'y avait pas que la mosquée de Paris, il y avait aussi l'UIF, je crois. Hein. Les fédérations travaillaient ensemble, mais la mosquée de Paris, dans leur dos, donc pendant qu'elle travaillait avec eux, Shamseddine Hafez, le recteur, est parti voir Darmanin et a soumis la version la plus radicale. Vous la lisez, on n'est pas loin du code de l'indigénat. Il faut il n'y a pas d'islamophobie d'État. Il faut pas importer les conflits. Pensez à la Palestine. Les extrémistes, c'est toujours leurs opposants. D'accord, c'est jamais eux. Donc Tablir, Salaf, etc., etc. Ils nommaient tous leurs rivaux parce que il y a aussi rivalité pour pomper le fric des musulmans. Et cette charte des imams-là a servi comme espèce de contrat entre Macron et les autres. Et je crois que c'est Macron ou Darmanin qui disait « Nous prendrons nom de qui signe et qui ne signe pas ». Est-ce qu'un bilan a été fait ou est envisageable par celles et ceux qui se définissent comme musulmans en disant « Attendez, vous nous trahissez, vous avez collaboré pour faire passer la pire loi islamophobe des dernières années, il faut que vous rendiez des comptes. » La mosquée de Paris est toujours pleine. Les mosquées qui ont collaboré sont toujours pleines. Les imams qui ont collaboré sont toujours en place. Alors je sais bien que dans les sphères religieuses, c'est facile de jeter l'anathème, de dire si tu parles, t'es un innovateur, t'es... Il y a beaucoup de peur aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup il y a un climat de peur, de tension politique. Enfin, que depuis la loi séparatisme, depuis les déclarations qui ont été faites sur le message à envoyer, les expulsions d'imams aussi, hein, qui ont été médiatisées, hein, Hassani Hussein et d'autres. Il y a une inquiétude et il y a une fragilité du statut des imams dans les mosquées. Hein. Certains ont des titres de séjour. Voilà. On s'arrête là, Fouad. C'est justement... Ouais. Alors, il faut m'expliquer comment, depuis une quarantaine d'années, les musulmans français sont encore représentés par des gens qui viennent de l'étranger. Moi, je veux bien qu'il y en ait, mais j'ai un souci quand il n'y a que ça. J'ai vécu aux États-Unis, je suis fortement imprégné par la culture américaine parce que j'étais adolescent. Jamais je me permettrais d'aller représenter les Africains du Nord établis à Philadelphie ou à Chicago. Ça me passerait même pas par l'esprit. Je dis bon, c'est pas parce que je vous connais un peu, comprends un peu votre culture, que je vais me dire moi Yasser Louati, parce que j'ai fait ça en France. Enfin, ça n'a aucun... Parce qu'il n'y a pas de statut de l'imam en fait. Comme il n'y a pas un statut de l'imam, c'est-à-dire un statut social avec une rémunération qui assure la dignité de la personne qui s'engage, parce que c'est quand même un investissement. Il faut être là à plein temps. La prière du matin, le Fajr, ça peut être à 4 heures du matin, et puis la dernière en été par exemple, et l'Isha c'est à minuit. Donc c'est des engagements à plein temps, parce que c'est un sujet qui revient souvent sur la table, et donc beaucoup mettent en avant le fait qu'il n'y a pas de statut de l'imam. Enfin, en ce moment, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Le statut d'imam, non mais, ça c'est vrai. Mais là-dedans, il y a encore deux réponses. Premièrement, même les imams qui ont un statut, un CDI, et pour ceux que je connais, un très bon salaire et notabilité locale, ils ont collaboré. Ils n'avaient absolument aucune raison de le faire. Donc là-dessus, la question du statut de l'imam, non, là-dessus, elle ne répond pas à la question. Par contre,
c'est aux personnes concernées de se dire, est-ce que la construction d'une mosquée est une fin en soi? Parce que si c'est pour construire une mosquée qui devient le relais du consulat marocain ou algérien ou tunisien et qui sert leurs intérêts aux dépens de la communauté locale, est-ce que c'est une bonne chose? Deuxièmement, si vous voulez avoir un imam, il faut se dire, est-ce que vous concevez de donner au-delà de 4 murs, de financer le salaire d'une personne qui non seulement en retour vous représente, mais aussi vous rendez compte. Vous rend compte sur les décisions qui sont prises, se concerte avec vous sur les orientations à prendre ou pas. Est-ce que c'est concevable ou est-ce que, sous couvert que l'imam n'a pas de statut, il vient, il fait ce qu'il veut et il dit ce qu'il veut? Et en même temps, autant je condamne l'opportunisme malsain de Darmanin qui va toujours chercher l'imam qui a fait une déclaration ici ou là, qui pour le coup souvent on peut être en désaccord, mais ne tombe pas sous le coup de la loi. Enfin, on n'a pas viré Steve Bannon quand il est venu proférer des propos racistes aux côtés de Marine Le Pen. On sait très bien à qui on s'en prend lorsqu'on veut virer des gens qui contreviennent aux valeurs de la République. Mais en même temps, est-ce que ces personnes qui prennent la parole de cette manière-là sont vraiment alignées avec ce que sont les communautés locales? J'en ai pas l'impression. Et j'ai cette anecdote que je cite maintenant comme un disque rayé depuis maintenant plusieurs années. La mère d'Atismons qui me disait dans les yeux, vraiment, j'ai envie de dire, sans gêne, comme diraient nos amis berbères, Ineni, moi je veux que la mosquée soit contrôlée par le consulat marocain, comme ça je me ferai inviter gratuitement au Maroc. Je la nomme, hein, c'est Christine Rodier qui était maire d'Atismons en 2014 et qui a perdu en 2021. Voilà, pardon, en 2019 ou en 2020, j'ai oublié c'était quand. Alors, vous avez parlé des acteurs institutionnels musulmans, religieux, les mosquées, les fédérations, etc. Vous avez dressé le bilan là-dessus, je pense. Et un mot quand même, parce que bon, vous aviez commencé par un certain nombre d'institutions ou de structures qui ont été dissoutes, c'est vrai. Mais malgré tout, voilà, sur les acteurs militants. Voilà, les acteurs citoyens, militants, qui sont engagés essentiellement sur le terrain politique, des sujets qu'on a abordés dans cet entretien. Voilà, quel bilan vous tirez de ces 20 dernières années? Est-ce qu'il y a de bonnes choses? Est-ce qu'il y a des choses positives? Est-ce qu'il y a eu des loupés? Et qu'est-ce qui manque? Et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait? Dans quelle direction faudrait-il aller aujourd'hui pour justement combler des éventuelles lacunes des structures militantes? Une lutte collective ne peut pas être une entreprise individuelle. Je répète, une lutte collective ne peut pas être une entreprise individuelle. Ce qui s'est souvent passé malheureusement, c'est que des personnes gagnent une notoriété et veulent devenir l'alpha et l'oméga de la lutte. Tout commence et s'arrête à eux. Et leurs limites deviennent les limites de tout le monde. Je n'ai pas nommé des gens parce que c'est pas, je ne veux pas créer une polémique. On a souvent vu que parce que telle ou telle personne avait des préférences, il fallait que tout le monde suive dans ce sens-là. Il fallait que l'association suive la personne. Et donc, on a une personne charismatique qui s'impose et qui est en rivalité avec l'autre personne charismatique qui s'impose dans son organisation. Et on ne voit jamais ces organisations-là converger, si ce n'est que pour faire des tribunes communes avec la gauche. Il y a un moment, prenez votre destin en main et soyez suffisamment mûrs politiquement pour laisser la lutte être plus grande que vous. Malheureusement, on a vu que on a eu des entreprises individuelles qui ont fait que l'islamophobie était devenue un fonds de commerce. Je le dis, j'ai vu des gens s'enrichir grâce à l'islamophobie. Pour les curieux, regardez les publications d'antan, j'ai plus envie d'y revenir. Malheureusement, les conséquences sont toujours là. L'État n'est pas stupide. L'État savait très bien que, en commençant par taper sur telle personne, les autres ne suivraient pas. Et on a vu que vous avez accepté qu'un tel soit ciblé, maintenant c'est votre tour. Et les loupés, c'était que, à aucun moment, on fait le bilan de ce qui n'a pas marché. Je suis désolé, lorsqu'une organisation s'impose et veut le monopole absolu sur une lutte, c'est déjà un problème. Parce qu'une organisation ne peut pas tout faire.
Si une organisation fait du juridique, elle ne peut pas en même temps faire du politique, elle ne peut pas faire de l'éducation populaire et être dans la rue. C'est pas possible. Chacun sa spécialité. Or, on a vu que les organisations, je m'impose et tout le monde doit être derrière. Encore une fois, j'avais pour instruction de ne surtout pas partager les publications des autres. Je dis, mais ça n'a aucun sens. Enfin, il l'a dit ou elle l'a dit, tant mieux. Enfin, comme ça, j'ai pas à le faire. Non. Moi, il faut que dès qu'on parle d'islamophobie, on parle de nous. Ça, c'était un problème, mais on voit bien que maintenant, ces organisations qui étaient rivales ont toutes été dissoutes. Vous avez été divisés dans l'action, vous êtes unis dans la dissolution. Bravo. Maintenant, le champ est libre pour que des organisations qui avaient alimenté l'islamophobie prétendent aujourd'hui reprendre le flambeau de la lutte contre le racisme. Coucou SOS Racisme et la... C'était possible d'empêcher la dissolution étant donné le statut juridique parce que c'était des associations et la loi autorisait donc même si c'est des prétextes fallacieux hein, du point de vue juridique et politique, c'était possible d'empêcher la dissolution même si les associations n'étaient pas divisées comme vous le décriviez. Ben, les rassemblements de la terre ont montré l'exemple. Pardon, les soulèvements de la terre ont montré l'exemple. Ils ont agi en collectif. Ils ont étendu. Ils ont fait que leur intérêt était l'intérêt de tout le monde. Il y a eu une mobilisation du cœur de l'association, mais aussi des militants, des sympathisants, des intellectuels, etc. Or, je vais vous dire une chose, et ça c'est mon constat encore une fois, bon, je peux être myope, ne pas avoir tout vu, et j'espère qu'en commentaire, abonnez-vous, vous mettrez ce que vous pensez de ce que je vais dire là. Lorsqu'une organisation est ciblée, après avoir été pendant 15 ans l'organisation par excellence qui aspirait au monopole sur la lutte, qui tapait sur leur poitrine, ah, l'islamophobie, on va défendre, etc. Vous allez voir. Et que cette association-là, soulève des centaines de milliers d'euros en dons, et qu'après 15 ou 20 ans, fait ses valises et part dans un autre pays, sans même résister par une mobilisation citoyenne, une tribune, une manifestation, un sit-in, n'importe quelle modalité d'action. Enfin, c'est quoi en fait? C'est normal? Et ils poursuivent leurs actions, hein, le travail se poursuit, hein, il est mené depuis l'étranger, mais d'après les informations que j'ai, les actions en justice, et, les recours se poursuivent, non? Fouad, comment répondre à ça si ce n'est on ne peut pas fuir le champ de bataille et commencer, excusez-moi, à brailler à l'extérieur. C'est pas une retraite stratégique? Non. Bah, elle est où la stratégie? Moi, je veux bien, mais elle est où? Et puis, quel exemple vous donnez? Darmanin qui dit « Je vais vous dissoudre », il vous dissout, il n'y a aucune résistance. Bah, il est beau le repli stratégique. Et vous faites quoi des personnes que vous laissez derrière? Et vous faites quoi des personnes qui ont cru en vous et des dons que vous avez collectés? Vous avez rendu compte, vous êtes concerté avec vos donateurs, avec vos adhérents sur la marche à suivre? Non, c'est une décision qui avait été prise en comité restreint et tout le monde s'y enfui. Et malheureusement, c'est pas audible. C'est très bien que il faut sacraliser les organisations auxquelles les gens ont cru parce que faire le bilan est toujours douloureux. Mais la maturité politique, c'est aussi de se dire regardons froidement ce qui a pu marcher, les actions en justice, etc. Mais faisons un bilan sur les 15-20 dernières années sur ce qui n'a pas marché. Et on voit bien que le champ a été laissé libre pour que l'État maintenant se croit tout permis avec Macron et Darmanin. Dissoudre tel... Mais qu'est-ce qui a marché justement? Parce que si le CCIF avait été ciblé, on peut quand même raisonnablement penser que c'était parce qu'il représentait quelque chose et qu'il menait des... Enfin, c'est pas seulement en termes de symbole, pas du tout, mais en termes d'action et d'institution. Donc, vous avez abordé l'aspect négatif de cette décision de ne pas résister, enfin le choix qui a été fait par les responsables de partir à l'étranger, etc. Mais pour quand même équilibrer dans ce bilan, parce qu'on parle de bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a été positif et qu'il faudrait poursuivre si d'autres structures venaient à avoir le jour. De s'être saisi du droit. Ça a été vraiment un choix vraiment judicieux. Se saisir du droit. Le problème, c'est que le droit est profondément politique.
Et donc, le CCIF ne devait pas rester seul, devait travailler avec un périmètre ou un écosystème qui le complète. Parce que politiquement, on voyait bien que le champ d'action juridique rétrécissait d'année en année. Et ça aurait été bien plus judicieux au lieu de boycotter et de demander l'exclusion d'organisations comme la CRI ou autres, etc., dire voilà, on se complète, nous on est sur le juridique, vous êtes sur la mobilisation terrain, etc., d'autres sont sur d'autres. Et là, en fait, on avance parce que, voilà, pour reprendre ce qu'écrivait Hannah Arendt, il n'y a pas d'action politique sans pluralité. Et ça, c'est une règle cardinale. Donc, se saisir du droit a été une excellente orientation, mais elle ne pouvait pas suffire à elle-même, parce qu'on voit bien que le droit, oui, il rétrécissait comme peau de chagrin. Donc là-dessus, il va falloir dire, là ça a marché, mais ça ne pouvait que buter sur une limite, parce que politiquement, il manquait justement ces acteurs avec lesquels travailler en coalition. Et encore une fois, je ne suis pas là pour tirer sur l'ambulance, et vraiment j'invite les auditeurs à entendre ce que je dis et à accepter ce retour d'expérience. Parce qu'au final, tout le monde est perdant quand on refuse de faire ce bilan. On voit que des organisations s'arrogent le droit de représenter ces populations-là, ne rendent pas de compte, même si elles collaborent ou prennent des décisions qui sont préjudiciables. Donc, et en même temps, oui, mais tu en parles publiquement. Mais où sont les lieux pour en parler? Il n'y en a pas. Vous allez en conférence, excusez-moi, c'est quasi sectaire. C'est les alliés du même bord politique qui vont exclure ceux avec lesquels ils sont pas d'accord. Il n'y avait pas de place au débat. Et malheureusement, c'est un peu tard, mais c'est jamais trop tard. Il faut se dire, ok, on va regarder ces 20 dernières années, mais aussi au-delà. Je suis désolé, moi j'ai beaucoup de peine pour la génération qui m'a précédé et qui était active comme je le suis aujourd'hui, mais qui était dans les années 90, où il n'y avait pas Internet. Enfin, j'ai fait un podcast de quasiment 3 heures avec un ancien d'UMI, Samir Balouj, qui me disait, on avait les cartes téléphoniques, on nous les donnait, et on appelait dans les cabines téléphoniques pour mobiliser. Enfin, vous vous rendez compte, c'est pas Internet avec les emails et Instagram, etc. Et ces personnes-là, qui aujourd'hui, alors disent, mais en fait, on continue à aller de coup de com' en coup de com', mais politiquement, on n'avance pas. Et honnêtement, j'ai beaucoup de peine, parce que je me dis, mais elles ont vu 2 ou 3 générations émerger après elles, et le plafond qui était le leur n'a pas été dépassé. Et vraiment, franchement, j'ai fait 3 autres podcasts, j'ai remercié Samir, et honnêtement, j'ai des choses, après ça retombe et on repense et on se dit, mais cette personne-là, elle a donné sa santé, sa jeunesse, sa vie privée, affective, pour à la fin faire un bilan qui te dit, voilà, on va on fait de pchit en pchit, et ça. Donc, il y a un moment, il va falloir mûrir. En même temps, avec les moyens qui sont aujourd'hui à disposition, les modalités d'action peuvent être beaucoup plus efficaces. Parce qu'on peut atteindre beaucoup plus de monde plus rapidement. Les dénonciations sur Internet, on voit qu'elles fonctionnent, mais il faut vraiment que les gens se disent, vous n'y arriverez pas tout seul. Ça ne sera jamais vous tout seul qui allez mener la révolution. Sortez de ce paradigme-là et acceptez l'idée de travailler en coalition et en complémentarité les uns avec les autres. Qu'il y ait des rivalités personnelles, bon, c'est la nature humaine, mais que ce ne soit pas des rivalités qui se transforment en concurrence et en espèce on se tire dans les pattes pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui. Et vraiment, l'avenir n'est pas dans le silence ou la résignation, l'avenir est dans la lutte. Et si vous voulez assumer pleinement votre identité française, elle passera par une lutte qui ne s'arrêtera pas au dernier tweet ou la dernière vidéo Instagram, mais en soutenant les plateformes d'information alternatives numériques, Mizen en fait partie, en soutenant les associations, en acceptant la contradiction, en acceptant que un avis différent n'est pas un avis opposé au vôtre, souvent ça se complète. Et comme en tout cas j'exige des personnes qui font partie du groupe majoritaire d'accepter une vue en 3D polychrome de la situation, de ce côté-ci de la barrière aussi, il faut accepter qu'il n'y a pas qu'un seul avis
ou qu'une seule méthode qui prime, il y en a plusieurs qui se complètent. Merci Yasser Louati, ce sera le mot de la fin, hein, donc c'est la fin de cet entretien qui était réalisé à l'occasion de la sortie prochaine, donc le 30 octobre, de votre film Le Repli, hein, qui est réalisé par Joseph Paris et que vous incarnez à l'écran. Donc merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité, hein. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous soutenir, hein, en vous abonnant à Mizan TV, mais aussi à poser vos questions à Yasser Louati ou à donner votre avis sur notre fil de commentaires. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain entretien sur Mizan TV.